Allez, aujourd'hui, on va voir le sujet CCP-PC 2023. Dans la première question de ce sujet, qui portait sur la thermodynamique en système ouvert, consistait à vérifier que le débit massique se conservait. Alors, bien entendu, vu que c'est la première question, on va bien détailler le calcul, car le résultat peut sembler évident. Donc, il fallait bien définir un système fermé. Bon, par exemple, ici, initialement, il est compris entre ces deux sections. Et ensuite, au cours du temps, il va avancer et on va arriver sur dm2 tout en perdant dm1. Donc si on exprime les masses de l'enseigne fermée à un instant t et à un instant t plus dt, on obtient cette relation avec dm1, la masse qui existe dans cette zone-là, dm2, la masse qui existe dans cette zone-là. Et là, il faut bien préciser les deux hypothèses. Dans un premier temps, on va dire que le système fermé ne voit pas sa masse varier, c'est sa définition. Et dans un deuxième temps, on va rappeler que pour un système stationnaire, c'est le système ouvert, ce qu'on appelle le système commun. C'est ce que j'appelais ici volume de contrôle, qui ne voit pas sa masse varier. Ainsi, on se retrouve avec dm2 égale dm1, et donc le débit massique se conserve. Deuxième question, on veut calculer le travail des forces de pression massiques. Donc plusieurs façons de démontrer, soit on part de la force et de la puissance, soit on part directement de la formule du travail vue en thermodynamique de première année. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà, on se souvient que la formule de base, c'est en travail élémentaire moins PDV. Ici, le système va perdre dV1. Ici, le système, il va gagner dV2. Donc, on va mettre qu'ici, c'est moins P1, perte de dV1, donc moins dV1, moins P2, gain de dV2, plus dV2. On divise par la masse, on remplace le volume massique par la masse volumique, et on obtient la relation demandée. Alors, pour la question 3, on demandait d'écrire l'expression de l'énergie interne, de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle afin de préparer l'écriture du premier principe industriel. Donc là, plutôt simple par rapport aux deux autres questions, il n'y a pas vraiment de détails à donner. On écrit toujours U système fermé égale U système ouvert plus DU2. Alors ça, c'est AT plus DT. Et AT, U système fermé égale U système ouvert plus DU1 à l'instant T. On fait la différence des deux. On rajoute cette fois seulement qu'un régime stationnaire, ce terme est nul. La variation d'énergie interne du système ouvert. Par contre, à l'inverse de la masse, le système fermé est non nul. On fait intervenir l'énergie interne massique ici, afin d'arriver au résultat du égale dm u2 moins u1. Pourquoi dm ici? Car on est régime stationnaire, on a vu tout à l'heure que dm1 égale dm2 et on note dm. On divise par, enfin, on fait apparaître le débit massique ici plutôt, en disant que dm c'est dm dt, on obtient le résultat demandé. On peut faire pareil pour EC, pour EP, juste en remplaçant grand U par EP, petit u par petit EP, etc. Quatrième question, c'est le PPI, mais on va pas le faire comme on a l'habitude de le faire, on va suivre l'énoncé en respectant les questions 1, 2 et 3. Donc, on écrit le premier principe en système fermé. On utilise ce qu'on a vu à la question 3, ici. On utilise ce qu'on a vu à la question 2, ici. On essaye de regarder la relation qu'on nous demande de démontrer dans l'énoncé. Donc, on va tout simplement diviser par dt. Ainsi, ça va faire apparaître ici les puissances utiles et les puissances thermiques. Et on obtient, juste en posant U plus P sur E égale H, alors on peut aussi passer avant peut-être dans le produit PV en rappelant que V est le volume massique, afin d'avoir ce PPI. Question 5. On demandait d'exprimer la résistance thermique. Alors, pour cela, on va partir de la définition. En l'appliquant au problème, T1 moins T2 égale RTH, alors phi si vous préférez, ou P
Je rappelle que le flux thermique et la puissance thermique, c'est la même chose. Et après, une petite application numérique, on obtient 4-10-3 Kelvin Watt-1. Attention, l'unité n'est pas si simple que ça. Si vous oubliez l'unité, revenez à la formule, hein. Ici, on a des Kelvin, ici, on a des watts. Et effectivement, on obtient donc Kelvin Watt-1. Question 6. On nous demandait de retrouver à partir des relations de Mayer, de retrouver l'expression massique de Cp. Alors, ça c'était donné. On place juste petit n par m sur m, où grand M est la masse molaire. On divise par petit m, ça fait apparaître les grandeurs massiques. On retrouve une expression que vous connaissez peut-être, Cp moins Cv en massique égale grand R sur grand M. On utilise le coefficient de Laplace, ainsi on a Cv. On multiplie par gamma, on retrouve Cp. On fait l'application numérique en mettant bien les masses dans les unités SI. Donc, par exemple, pour la masse molaire, c'est 29-10-3, 1,4 et 0,4 pour gamma et gamma-1, 8,31 pour la constante R. Ainsi, on obtient 1000 joules par Kelvin par kilogramme. Question 7. On veut faire une relation entre les températures du système R vicié R9. Alors, pour cela, on peut aller voir le schéma là. L'air vicié aspiré sortant, l'air neuf entrant insufflé. Et en fait, ce qu'on va supposer, on va considérer que le transfert thermique entre les deux échangeurs, ou entre les deux conduites, si vous préférez, est parfait. Ainsi, ce que gagne l'un, ce sera ce que perd l'autre. Alors, revenons à la question. Donc, on utilise notre PPI. Ici, il n'y a pas de puissance utile, il n'y a pas de partie mobile, il n'y a pas de pompe, tout ce que vous voulez. On va négliger la version d'énergie potentielle. On ne nous introduit pas des vitesses changeantes entre entrée et sortie, donc on va négliger aussi la version d'énergie cinétique. Et on fait ça pour les deux systèmes. Donc ici pour l'air neuf, ici pour l'air vicié. Ce que gagne l'un, ce que perd l'autre. On rajoute un signe moins à une des deux expressions. On soit avec P1 égale moins P2 ou P2 égale moins P1 qu'on préférait. On a donc ça. On suppose les gaz parfaits. Petite relation, c'est gaz parfait en massique. Cp se simplifie, on a la relation de température. Et quand on fait l'application numérique, on obtient 5 degrés. Alors, question 8, on va la lire. Donner l'expression littérale du flux thermique PTH reçu par l'air insufflé à la température T'X pour le réchauffer à la température Tnt de la pièce calculée PTHA. Bon, PPI, hein. Ici, on reprend notre PPI dans les mêmes conditions que tout à l'heure. On remplace par les valeurs numériques de l'énoncé. Alors c'est sûr, si on n'a pas trouvé le petit 5 ici, c'est un petit peu plus délicat. Et on obtient 208 watts. Alors, question 9, il faut tenir compte donc des deux puissances. Celle de l'énoncé que nous a donné la question 5, qui nous a permis de calculer la résistance thermique, donc c'est 5 kW, et celle qu'on avait juste de calculer au-dessus, qui est de 0,2 kW. On trouve donc une puissance totale de 5,2 kW. Alors, question 10, on nous demande de calculer le gain lié à la VMC double flux par rapport à la VMC simple flux. On calcule donc la puissance, si c'est une simple flux, en mettant cette fois comme différence de température 20 degrés. Ça nous permet d'obtenir, en rajoutant les 5 kW, à 5,8 kW. Donc là, on compare ces deux valeurs, 5,8 et 5,2. Et on fait donc 5,8 moins 5,2 sur 5,8, ça fait 11%. Après, on nous rajoute une petite phrase qui nous dit qu'est-ce qui se passerait si l'air vicié qui sortait de l'échangeur était à la température Tx. Bon, mais là, ce qui se passe, c'est que si, effectivement, dans cette situation, le PC total veut que 5 kW, donc par rapport à là, on gagne encore plus de puissance en écart relatif de 14%. On va passer à la question 11, où on nous rajoute un petit peu la notion d'air humide. Première chose, demander de retracer le diagramme PT de l'eau. Donc solide, liquide, gaz, ici, avec la courbe ici de vaporisation. Et on demandait de parler du point triple et du point critique. Donc le point triple, c'est un point où les trois états coexistent.
Le point critique, c'est un peu plus compliqué. C'est un point où on n'arrive plus à distinguer le liquide du gaz lorsqu'on passe dans cette zone, ici, parce qu'il n'y a plus apparition du ménisque, dans un sens ou dans l'autre. Donc on dit des fois qu'il y a continuité de l'état fluide dans cette zone. Question 12. Rappelez la relation entre P0 et les pressions partielles PAS et PE. Donc, c'est la somme des pressions partielles. P0, c'est PS plus PE. On nous rappelait le degré hygrométrique dans l'énoncé, juste avant la question 11. Ainsi, on sait que phi, c'est PE sur PEsat. Donc, on peut calculer PE. On obtient 1,3 kPa. Et on peut en déduire en prenant une atmosphère pour P0, la pression AS, qui vaut par contre 1,0805 pascal. Petite loi des gaz parfaits, pour obtenir les deux masses. Alors bien sûr, gros écart vu l'écart des pressions des deux. On obtient 0,47 kg et 60 kg. Et on nous demandait de calculer un coefficient phi, qui s'appelle la valeur de l'unité spécifique. On sait juste le rapport des deux masses, et on obtient 0,79%. Alors, question 13, on continue cette notion de degré hygrométrique. Cette fois, on suppose qu'il vaut 100%, et on nous demande un petit peu de refaire les calculs. Donc, bien entendu, vu que phi maintenant vaut 1, bah là, les deux pressions vont changer. On obtient 2,3 kPa et 4,9 kPa, ce qui entraîne un changement de masse. En refaisant l'application numérique, on obtient 0,85 à 59. Donc tout à l'heure, on en avait 0,47. Cette fois, on a 0,85. On soustrait. Il faut donc évaporer en plus 0,38 kg pour passer d'un degré hydrométrique de 0,55 à 1. Et ainsi, vu la masse volumique de l'eau, on arrive à un volume de 0,38 litres. Question 14. On nous demande en fait de faire à nouveau un bilan de masse en tenant compte des différents échanges. Donc là, on applique le fait que dm peut être obtenu par un échange ou par une création. Ici, on nous aide un petit peu dans l'énoncé pour les différentes variables. Donc là, on utilise le fait que m est CV. dm échangé, on va dire c'est dm entrant moins dm sortant. Et on définit les concentrations dans l'énoncé pour s'en sortir. Ça fait 16 dV sur dt moins c dV sur dt. Il y a un terme de création aussi qu'ils ont introduit par la variable S qui s'exprime en kilogrammes par seconde. Alors attention, ce S n'avait rien à voir avec une surface. On fait notre bilan classique et donne ici la partie temporelle, ici les parties échangées et créées. Et en regroupant les termes, on arrive à une équation différentielle en C. On nous demande d'induire un débit volumique minimal pour réaliser l'opération. Donc on doit arriver à ces limites. Si on arrive à une limite, ça vaut 0. Il ne reste donc plus qu'à sortir le petit c limite de l'équation et on obtient après rotation des termes dvm égale s sur c limite moins cx. Question Q15. On nous demande de voir si le débit choisi pour l'installation est suffisant par rapport à la demande. Donc on va calculer le débit volumique lié à l'installation. On nous parle d'un débit massique de 150 kg par heure. On peut directement, si on veut, on peut choisir une masse volumique de l'air de 1 kg par mètre cube. Bon, on va prendre la valeur classique 1,2 ou 1,3 sur la température. Ça nous fait un débit de 125 mètres cubes par heure. Si on reprend l'expression qui est ici, avec les valeurs numériques, on obtient dans un premier temps un débit volumique en mètres cubes par seconde, qu'on peut convertir en mètres cubes par heure, et on voit qu'on obtient 100 mètres cubes par heure. C'est-à-dire que pour l'installation suffisante, il suffirait un débit de 100 mètres cubes par heure. Cependant, le débit réel est de 125 mètres cubes par heure. Donc oui, le débit proposé est suffisant pour avoir un taux d'humidité satisfaisant. Cette partie s'arrête là, mais bien entendu, dans ce sujet, il y avait d'autres parties.